Bienvenue au webinaire sur le bruit organisé dans le cadre de la santé auditive au travail des Journées nationales de l'audition. Donc on va se présenter rapidement. À ma droite, donc à la gauche pour vous, vous avez Maryse Juge, qui est conseillère en prévention à la GEMETRA. Naïma Kadour, que vous ne voyez pas, qui est en charge du chat. Et moi-même, Fernande Amoureau, conseillère en prévention à la GEMETRA également. Donc, pour poser vos questions, rendez-vous dans l'onglet chatter. Je pense qu'on y répondra plutôt à la fin de la présentation. Dans l'onglet questions. Dans l'onglet questions, pardon. On y répondra plutôt à la fin de la présentation et il se peut que vous ayez la réponse à vos questions sur le déroulé du PowerPoint. Voilà. Donc, pour cette présentation, on va aborder plusieurs sujets sur le bruit. Donc, d'abord, définition, réglementation. Des stats, le fonctionnement de l'oreille, les niveaux de bruit avec les échelles de bruit, les effets sur la santé, les outils de mesure et les résultats, et enfin la prévention. Tu avances, Naïma, ou c'est moi? C'est moi, voilà. Alors, tout d'abord, la définition du son. Un émetteur du son, qu'il soit une machine, un équipement, peu importe, va faire vibrer l'air ou le milieu qui l'entoure, ça peut être de l'eau aussi, mais ça peut être le sol. Et cette vibration va produire une onde qui s'appelle l'onde sonore, qui va se propager dans le milieu jusqu'au récepteur. Donc nous, on va s'intéresser uniquement au milieu de l'air, et le récepteur, ça va être notre oreille. Donc le son se définit en fonction de sa fréquence. Plus il est grave, plus l'onde sonore va être lente. Plus il est aigu, plus l'onde sonore va être rapprochée. Et il se définit également par sa force. Donc la force est en décibels. Donc soit c'est un son, c'est son amplitude, quoi. Soit c'est un son faible, soit c'est un son fort. Et il se définit également par sa durée. Soit c'est un son court, soit c'est un son long. Donc, quand vous allez entendre parler de décibels A, en fait, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que l'oreille humaine perçoit, alors que quand on va parler de décibels C, ce sont plutôt les bruits impulsionnels. Ça permet d'évaluer les niveaux sonores de crête. Donc, dans les gammes de fréquences, ce que je vous expliquais, plus les ondes sont lentes, plus ce sont des graves, et plus elles sont aiguës, plus elles sont rapides. L'oreille humaine perçoit les fréquences entre 250 et 4000 Hz. En deçà de 20 Hz, ce sont des infrasons qui ne sont pas du tout perçus par l'oreille humaine, et au-dessus de 20 000 Hz, ce sont des ultrasons que nous ne percevons pas non plus. Donc le bruit, quant à lui, c'est une notion qui est subjective, parce qu'en fait, ça correspond au son que chacun perçoit comme désagréable et gênant. Et on n'a pas tous la même perception. Et ce n'est pas le bruit qui est dangereux en lui-même, mais c'est son intensité et sa durée qui le rendent nocif, et entre autres sur le lieu de travail, mais ça peut être aussi lors d'un concert, ça peut être l'écoute de musique dans sa voiture, etc. Donc, concernant les réglementations et les normes, alors là, vous avez une vue d'une manière générale ce que dit justement les normes et le code du travail. Donc, les normes, on va plutôt entre 40 décibels et au-delà de 55, alors que le code du travail définit des valeurs à partir de 80 jusqu'à 87 sur 8 heures. Donc, qu'est-ce que dit la réglementation dans le code du travail? Elle dit qu'une exposition de 80 décibels sur 8 heures, ça déclenche une action de prévention. Mais c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Sur le 85 décibels, donc toujours sur une exposition de 8 heures, ça déclenche une action. Donc ça veut dire que l'employeur est tenu, si le salarié est exposé à 85 décibels sur 8 heures, à mettre en place de la prévention. D'abord des équipements de protection collectifs et ensuite des équipements de protection individuelle. Et ensuite, on a 87 décibels 8 heures, qui est la valeur limite d'exposition, donc la VLE. En clair, ce niveau-là est en fait interdit. On n'a pas le droit d'exposer ses salariés à 87 décibels pendant 8 heures.
Voilà. Et ensuite, oui, vous avez donc des niveaux de crête qui se rattachent à chaque valeur. Donc pour 80 décibels, c'est 135. Pour 85, c'est 137. Et pour 87, c'est 140. En fait, ce que ça veut dire, c'est que quand, dans le milieu du travail, quand par exemple vous êtes exposé à une crête 1 millième de seconde à 137 décibels, votre oreille reçoit le 85 décibels. Donc en fait, ça veut dire que même si globalement sur votre journée de travail de 8 heures, vous êtes exposé, on va dire par exemple à 75 décibels d'une manière générale, il suffit que vous soyez exposé à 1 millième de seconde à 137 pour que votre oreille ait reçu 85 décibels 8 heures. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir des effets nocifs sur l'audition. Donc voilà, donc la réglementation, elle prévoit plusieurs niveaux d'exposition. Donc ceux que je vous ai expliqués sur le 80, le 85 et le 87. Donc quel que soit le niveau de bruit, l'employeur est tenu de faire l'évaluation du risque, d'essayer de supprimer ou de réduire au minimum ce risque, en particulier à la source. C'est là qu'interviennent les équipements de protection collectifs. Ensuite, il consulte et il fait participer les travailleurs à l'évaluation des risques pour et mettre en place donc les protections individuelles, donc par exemple les bouchons d'oreille. Ensuite, nous avons les normes. Donc les normes AFNOR, celles-ci, on va plutôt les regarder quand on est dans un open space, par exemple. On sait bien que le bruit dans un open space, c'est très rarement, voire jamais, des seuils de bruit qui atteignent 80 décibels sur 8 heures. En revanche, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'INRS dit qu'à partir de 45 à 55 décibels, le niveau sonore peut devenir une gêne, surtout si on a un travail de concentration à fournir. Voilà, donc typiquement dans les open space, quand on est un peu nombreux, il y a des bruits conversationnels, il y a du téléphone, il y a du passage. Tout ça, ça fait augmenter les seuils de bruit et du coup, ça contribue à la gêne, en fait. Donc là, on voit par exemple que sur des activités telles que le travail avec des appels téléphoniques, le niveau sonore est compris entre 48 et 52. Donc quand vous êtes dans un open space, que vous êtes nombreux et qu'il y a plusieurs appels téléphoniques, alors c'est pas cumulatif, hein, c'est pas 48 plus 48 plus 48, mais du coup, on se rend bien compte que très vite, on peut atteindre les 55. Voilà, donc quand on est avec des collègues, on est entre 45 et 50. Quand il y a peu de travail collaboratif avec les collègues, on redescend immédiatement entre 40 et 45. Voilà. Et accueil du public, bien souvent, c'est au-delà de 55. Donc, quelques statistiques, en fait, en termes de sinistralité de maladies professionnelles. Donc, le bruit, on le retrouve au tableau du régime général numéro 42 des maladies professionnelles. Et donc, ça entraîne une surdité. Là où il y en a le plus en nombre de déclarations et de reconnus, c'est dans l'industrie de la métallurgie, où on a eu 190 cas, c'était en 2017. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que sur la globalité, en 2017, il y a eu 524 cas de maladies professionnelles reconnues, ce qui est quand même déjà énorme. Donc des gens qui sont devenus sourds à cause du travail. Maintenant, on va vous parler du fonctionnement de l'oreille. Donc en fait, le son, tout à l'heure, je vous expliquais que c'était donc des vibrations de l'air. Ces vibrations parviennent à notre oreille sous forme, sont captées par le pavillon de l'oreille, et puis elles sont conduites dans le conduit auditif jusqu'au tympan. Et le tympan, ça va vibrer comme une petite peau de tambour. Et en fait, il va y avoir une réaction en chaîne, puisque ce mouvement va faire bouger le marteau, l'enclume et l'étrier, qui sont trois tout petits os, qui vont aller frapper sur l'espèce de petit escargot bleu que vous voyez, qui est la cochlée. Cette cochlée, elle est remplie d'un liquide qui va permettre de transmettre l'influx nerveux jusqu'au cerveau. Et à l'intérieur de ce liquide, il y a des petits cils, ce qu'on appelle des cils vibratiles, des cellules ciliées, qui vont en fait bouger quand l'étrier va taper dessus, qui vont bouger dans l'eau, comme on pourrait le dire, comme quand vous voyez un champ de blé, par exemple, vous voyez quand il y a du vent, vous voyez l'onde du blé qui se déplace, bah, ça fait exactement pareil avec les cils. Et donc, c'est ce
c'est cet influx nerveux qui va permettre au cerveau de comprendre l'information. Donc, dans la cochlée, on a ces fameuses cellules ciliées qui, pour celles qui sont au début de la cochlée, elles perçoivent les fréquences aiguës. Et plus on avance au centre de la cochlée, plus ce sont les fréquences graves. Donc c'est pour ça que quand on a une atteinte professionnelle, les premières cellules qui vont être détruites, ça va être les cellules ciliées qui perçoivent les fréquences aiguës. Ça, c'est une petite image pour vous montrer au début. Tout en haut, vous avez une image des cellules ciliées quand elles sont intactes. Et puis après, bah, quand elles sont atteintes, alors elles peuvent être atteintes aussi au fil de l'eau par l'âge, ce qu'on appelle la presbyacousie, mais elles peuvent être atteintes aussi lors d'activités professionnelles. Donc, les différents niveaux de bruit, l'échelle de bruit, c'est un peu ce que vous expliquait Fernanda tout à l'heure. Sur l'échelle de bruit, on va avoir les bruits de 0 à 80 qui sont considérés comme étant non nocifs pour l'oreille. Et puis à partir de 80, on doit porter des protections, enfin l'employeur doit proposer des protections auditives jusqu'à 85. Et à partir de 85 décibels d'exposition, toujours sur 8 heures, hein, le port de protection est obligatoire. Comment fait-on pour voir à quoi est exposé un salarié qui aurait par exemple 2 machines, qui seraient entre 2 machines qui émettent toutes les deux 95 décibels. Bien, en fait, on n'augmente pas, ça ne fait pas 190 décibels, Dieu soit loué, mais 98 décibels. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a 3 décibels de plus, c'est qu'on a doublé le volume. Pensez-y quand vous achetez un aspirateur. Les effets du bruit sur la santé, donc il va y avoir évidemment des effets qui sont réversibles, c'est-à-dire avec une simple fatigue. Vous l'avez tous eu quand vous êtes allé par exemple à des concerts, ou le soir même quand on ressort, ou quand le lendemain éventuellement, selon la sensibilité individuelle, on a une espèce de bourdonnement qui est assez désagréable, mais ça va passer avec l'arrêt de l'exposition. Et puis, on peut avoir aussi une surdité légère, mais qui ne va pas s'aggraver si on se met à protéger l'oreille. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on revient dans la cochlée. Hein. Dans la cochlée, si vous avez quelques cellules qui se détruisent, vous entendez moins bien. Mais si par contre, à un moment, vous protégez votre oreille, ces cellules vont arrêter de se détruire. Donc, du coup, la surdité ne va pas s'aggraver. Par contre, elle devient sévère et permanente, et elle est là totalement irréversible. Dans tous les cas, elle est irréversible. Il y a nécessité d'un appareillage en fonction du nombre de cellules ciliées qui se détruisent. Dans une surdité permanente, vous avez aussi des problèmes, avant la surdité permanente, vous avez des problèmes d'acouphènes. Vous avez beaucoup de gens qui travaillent en industrie qui vont vous évoquer des bourdonnements, des sifflements, une gêne qui persiste même la nuit. Et ça, il n'y a pas de traitement efficace pour ça, mis à part se protéger en prévention. Donc les effets du bruit sur la santé, il va y avoir des effets en dehors de la vie professionnelle, c'est-à-dire dans le monde personnel, dans la vie sociale, puisqu'en fait, on entend moins les conversations. Et quand on entend moins sa femme, ses enfants ou son mari, au bout d'un moment, les gens s'énervent et puis finalement, on s'exclut soi-même de la conversation. Et puis, il va y avoir de la fatigue, du stress, des problèmes donc, du coup, de nervosité, des problèmes digestifs, des problèmes de sommeil, enfin plein de conséquences qu'on n'imagine pas toujours. Au niveau professionnel, là, il va y avoir des problèmes relationnels parce qu'on n'entend pas forcément les collègues, mais on peut également ne pas entendre des organes utiles à la sécurité. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas entendre, par exemple, un klaxon, le klaxon ou le bip de recul d'un chariot élévateur. Ne pas entendre des bruits qui sont indispensables pour le bon fonctionnement d'une machine. Donc ça peut avoir des causes sérieuses au niveau des conséquences sérieuses au niveau de la sécurité.
Et puis, vous avez également, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau santé? Des problèmes de concentration. Donc là, on est sur le bruit au-delà de 55, effectivement. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les open space. Si vous avez besoin de vous concentrer, sitôt que vous avez beaucoup de brouhaha autour de vous et beaucoup de bruit, du coup, ça empêche la concentration. Et quand on a une surdité qui s'est installée, il y a de toute façon des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire aussi. Donc la diminution de la vigilance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les difficultés de communication avec les collègues et les clients, et donc le risque accru d'accident qu'on a déjà évoqué. Donc le premier examen qui va nous permettre de voir si l'audition est normale ou non, ça va être l'audiogramme. L'audiogramme, c'est ce que nous, on peut proposer en service de santé au travail, et c'est ce qui va vous être proposé aussi quand vous voyez un spécialiste. Donc il permet de voir en fonction des fréquences, pour chacune des fréquences, perceptibles par l'oreille, jusqu'à combien de décibels vous entendez. Et en fonction de l'âge, évidemment, on voit bien que la ligne verte à 20 ans est bien supérieure à la ligne rouge à 90 ans, c'est ce qui s'appelle la presbyacousie. Quand on a une atteinte professionnelle, je vous disais tout à l'heure que c'était les cellules ciliées qui perçoivent les sons aigus, et là on le voit bien, c'est-à-dire 4000, ce sont des sons aigus, et on voit bien que les pics vont se faire entre 4 et 6000, et ce sont les premières atteintes auditives professionnelles. Donc, on va parler maintenant des outils de mesure. Donc, on peut commencer par faire une estimation sommaire du bruit, en fait. C'est assez rapide, c'est assez simple comme test. C'est-à-dire que si vous devez élever la voix pour être entendu, c'est que le niveau sonore est élevé. Si vous vous trouvez à une distance de 2 mètres et qu'en fait, vous parlez très fort pour vous faire entendre, ou si vous êtes obligé de crier, c'est que probablement, vous êtes au-delà de 85, ou au moins à 85 décibels. On peut aussi se fier aux notices des machines et des outils bruyants, puisque les fabricants donnent des valeurs il est inscrit sur ces notices des valeurs d'émission du bruit des machines. Donc, quand on achète une machine, si on voit que le bruit émis juste par le fonctionnement de la machine est au-delà de 80, on peut se poser la question et se dire, c'est peut-être pas celle-ci que je devrais acheter, mais peut-être plus une autre qui pourrait émettre un petit peu moins de bruit. Et ensuite, on passe au mesurage. Donc, pour ça, on a plusieurs outils. On a ce qu'on appelle un IDB, c'est un sonomètre. Donc, celui-là, il permet de mesurer le bruit à un instant T. On ne donne pas, avec celui-ci, on ne vous dit pas, vous êtes exposé à temps sur 8 heures, puisqu'on a vraiment une idée, ça nous donne une idée des décibels émis sur un instant T. Donc, par exemple, si on visite un open space, on peut faire avec un sonomètre, on peut le mettre en route et voir un petit peu à combien vous êtes exposé. Voilà, donc ça nous permet en fait de déterminer les situations bruyantes dans le milieu de travail. Ça, c'est un dosimètre, ce que vous voyez maintenant, et c'est plutôt ce qu'on utilise nous quand on fait nos mesurages. Donc, un dosimètre, on branche un micro à l'oreille de l'opérateur et on suit son activité de travail pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, ça dépend de ce qu'on aura défini en amont. Et lui, il enregistre en fait les décibels que votre oreille reçoit. Voilà. Une fois qu'on a terminé la mesure, je peux avancer, on va voir, voilà. Ça, c'est le résultat que nous donne le dosimètre. Donc, il nous donne une courbe, il nous donne le temps en bas, on voit, et les décibels reçus. Donc, à partir de ça, on arrive à faire une moyenne sur 8 heures et à dire à combien les salariés sont exposés. On est bien sur des valeurs indicatives quand on fait ce genre de mesure. Je peux avancer. Et ensuite, on travaille à partir d'un tableau de correspondance qui émane de l'INRS. Donc, c'est soit le tableau de correspondance sur la calculette, mais le résultat est le même, on arrive exactement à la même chose. Là, par exemple, comment on le lit? On voit que si vous êtes exposé à 98 décibels pendant 7 minutes et demie, ça équivaut à une exposition de 80 décibels 8 heures. Donc, quand vous recevez 98 décibels pendant 7 minutes et demie, votre oreille a reçu une dose de 80 décibels 8 heures, ce qui doit déclencher une action de prévention. On est sur la recommandation. Donc, voilà
Ensuite, on a la cartographie. Donc ça, c'est pas fait par le service de santé au travail, en revanche, mais ça permet aussi d'avoir une représentation graphique des niveaux sonores dans tout l'espace de travail. Donc, c'est des capteurs qui sont posés à différents endroits de la salle, en principe sur une durée plutôt longue, et ça permet d'avoir ce genre de résultats et de dire à quels endroits se situe le bruit. Donc, on voit bien, par exemple, sur l'exemple qu'on a mis là, que les points rouges, donc 108 décibels, c'est l'endroit où sont positionnées les machines. Ça devait être dans un atelier. Et même sur une machine, on voit vraiment la source d'émission. Si par exemple la machine a été capotée, mais qu'il y a un endroit qui est mal joint, eh ben, on va voir ce point rouge. D'ailleurs, on voit autour un petit peu l'halo orange. L'halo orange que vous voyez autour du rouge, on voit bien qu'on n'est pas à 108, mais 106, mais à 105. Donc, ensuite, il y a le questionnaire Gabo qui émane également de l'INRS. Donc, celui-là, c'est un questionnaire qui permet aux salariés d'exprimer le ressenti à l'égard de l'environnement sonore. Donc ça, il est plutôt utilisé, par exemple, dans les open space, justement. En tout début de présentation, on vous disait que le bruit, c'était assez subjectif et interdépendant de personnes. Quand on est dans un open space, s'il y a beaucoup de bruit, il y a des gens qui vont être plus ou moins gênés. Alors, c'est aussi lié à la tâche de travail qu'on a à faire, bien sûr, parce que plus on a besoin de concentration, plus on va être gêné. Mais il n'empêche que chacun d'entre nous, quand on est exposé au bruit, on n'a pas tous la même réaction. Il y a des gens que ça gêne plus que d'autres. Donc, ce questionnaire-là, il permet d'évaluer ça. Donc, en termes de prévention, on commence toujours, selon les principes généraux de prévention du Code du travail, on commence toujours par la prévention collective. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à protéger uniquement l'opérateur qui est au plus près de la source de bruit, mais on essaye de protéger l'ensemble des opérateurs. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à réduire le bruit généré par exemple, une machine. Donc, soit on la supprime, soit on la remplace, soit on apporte des réparations à la source, soit on essaie de la capoter, soit voilà. Mais on essaie de trouver des moyens collectifs qui vont protéger l'ensemble des opérateurs présents dans l'atelier. Donc, il faut arriver à réduire la propagation du bruit. C'est là qu'intervient, par exemple, l'isolation. Quand vous êtes sur des outils, on voit beaucoup, par exemple, dans les entreprises de soufflettes utilisées, on peut installer sur les soufflettes des silencieux. Ça permet de réduire beaucoup le bruit, du coup. Donc voilà, et on essaye de trouver des moyens organisationnels pour éventuellement réduire le temps d'exposition à ce bruit. Et enfin, on essaye de réduire le niveau de réception du bruit, donc à l'oreille de l'opérateur. Et là, on bascule dans les protections individuelles. Donc, ça peut être des casques, ça peut être des bouchons, ça peut être des bouchons moulés. Il y en a tout un tas qui existent, qu'on doit adapter en fonction de son activité de travail, évidemment. Donc, en principe, les protecteurs individuels, c'est toujours le dernier recours. C'est-à-dire qu'on a déjà essayé de mettre en place la protection collective et qu'en dernier, on met en place les bouchons d'oreille ou les casques. Voilà. L'obligation de l'employeur, c'est de fournir des bouchons d'oreille adaptés, puisque lui, il a une obligation de résultat. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. En revanche, le salarié a aussi une obligation, il doit les porter. Ça veut dire qu'il incombe quand même à chaque travailleur de prendre soin de ses protecteurs anti-bruit et d'en prendre soin et de les porter, en fait. Donc voilà, vous avez ici un tableau avec plusieurs types de protection auditive individuelle. Donc on a les bouchons mousse. Bon, ceux-là ne sont pas très chers. Ils ne sont pas forcément efficaces sur la durée, en tout cas pas très confortables. Donc ceux-là, ils vont être plutôt utilisés, par exemple, si vous êtes que de passage dans un endroit un peu bruyant. D'ailleurs, souvent on en voit, il y a des distributeurs. On peut les mettre effectivement et ça permet de protéger sur une courte durée. C'est un usage unique. Une fois qu'on quitte l'endroit bruyant, enfin la zone bruyante, on les jette, on les met à la poubelle. La problématique aussi avec ces bouchons, c'est qu'il faut qu'ils soient bien placés. Donc, il faut qu'ils soient bien mis, il faut qu'ils soient mis avec des mains propres. Donc, il y a un problème quand même en termes d'hygiène et il y a un problème d'efficacité en fonction de s'ils ont bien été introduits dans le conduit auditif ou non. Donc ensuite, on a les bouchons préformés. Donc ceux-là, ils sont réutilisables, ils sont lavables.
La protection est souvent satisfaisante. Par contre, ça demande vraiment un entretien régulier. C'est-à-dire que si vous avez ce genre de bouchons, que vous les mettez tous les jours de la semaine sans jamais les nettoyer, là c'est pareil, au bout d'un moment, ça va poser quand même des questions d'hygiène. D'ailleurs, souvent, si on parle de bruit dans les industries, c'est quand même des activités un peu salissantes. Donc, c'est pas gagné qu'on aille se laver les mains à chaque fois. Donc, très vite, on peut avoir des bouchons qui ne sont pas très propres et qu'on installe dans son conduit auditif. Donc, en termes d'hygiène, c'est vraiment pas l'idéal. Vous avez les bouchons sur arceau. Donc, c'est des bouchons réutilisables aussi. Souvent, ce qu'on voit de ces bouchons-là, c'est que l'atténuation, elle est suffisante à condition d'avoir des bruits inférieurs à 100 décibels. Et la communication reste possible. Parce que du coup, sur les deux premiers, on ne l'a pas dit, mais la communication, elle est souvent un peu difficile. Voilà. Ensuite, vous avez le casque anti-bruit qui est léger. Alors lui, il a plutôt une bonne protection en ambiance froide. Du coup, la protection sonore, elle est assez efficace. En revanche, la difficulté de celui-ci, c'est qu'il isole un peu les gens. Donc, c'est-à-dire que si on a besoin d'échanger avec son collègue de travail ou avec n'importe qui viendrait me voir pendant que je suis en train de travailler et que je porte ce casque, la difficulté, c'est que ça m'isole. Donc, j'entends pas ce qu'on me dit. Donc, souvent, ce que font les opérateurs quand on parle, ils font ce genre de choses-là. Ils soulèvent pour pouvoir entendre. Ou ils le posent au niveau du cou. Voilà. Ou ils le posent au niveau du cou, ou bref, ils l'enlèvent. La problématique, c'est que quand vous êtes exposé à des niveaux sonores élevés, et que vous vous protégez par exemple avec un casque ou avec des bouchons d'ailleurs, si vous les enlevez pour pouvoir écouter la conversation, vous perdez en efficacité de protection. Donc, au final, sur une journée de travail de 8 heures, là où vous auriez eu une protection 100% si vous aviez posé votre casque le matin et enlevé le casque le soir, à chaque fois que vous l'avez enlevé, vous perdez un petit peu. Donc, votre protection, elle n'est pas du tout optimum. Et ensuite, on a les bouchons moulés. J'interviens juste sur les casques aussi. Il y a une problématique quand il fait très chaud. On a des essais maintenant qui sont de plus en plus chauds et les salariés se plaignent vraiment des casques qui génèrent une forte chaleur au niveau de l'oreille, qui les font transpirer, etc. Par contre, en effet, en avantage, ce sont les seules protections qui ne sont pas invasives, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans le conduit auditif. Donc, en fonction des problématiques de santé individuelle, ça peut être la seule solution de temps en temps. Ensuite, on a les bouchons moulés. Donc, ceux-là, ils sont intéressants parce qu'en principe, ils sont très confortables parce qu'ils sont moulés à l'oreille de l'opérateur. La protection sonore est plutôt très efficace. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils laissent passer les fréquences conversationnelles. Donc, on n'a pas besoin de les enlever quand on parle. Par contre, ils présentent un inconvénient, évidemment, c'est les plus chers. Voilà, pour faire son choix de PICB, donc déjà, il faut avoir évalué le bruit dans son environnement de travail pour savoir à quoi je suis exposée, pour savoir comment me protéger. Et pour le choix des protecteurs, la première chose, c'est de faire participer les salariés au choix, parce que c'est eux qui vont les porter. Et le problème, c'est que si on ne les fait pas participer, qu'on leur impose un bouchon d'oreille sans leur demander leur avis, il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas portés. Il y a des critères de sélection qui sont multiples et que les fournisseurs donnent, donc le marquage CE évidemment, l'exigence en matière d'affaiblissement acoustique, le confort de l'utilisateur, l'activité, l'environnement de travail et les éventuels troubles médicaux. Et puis la compatibilité, bien sûr, avec d'autres équipements de protection individuelle. Parce que quand vous êtes sur un poste de travail multirisque, je m'explique, si par exemple vous devez avoir un soudeur, par exemple, qui devrait porter une cagoule, un masque, etc., c'est vrai que si on y rajoute un casque sur les oreilles, ça risque d'être compliqué. Donc dans ce cas-là, les bouchons, ça risque d'être quand même plus adapté. Voilà. Et puis bien sûr, l'entretien et le renouvellement régulier des protections, c'est indispensable. Et surtout l'entretien en fait, parce que souvent c'est mal entretenu. Donc ça, c'est un schéma qui vous montre la perte d'efficacité des protecteurs quand on ne les porte pas ou quand on ne les porte pas assez. Donc sur une durée de travail de 8 heures, quand on les enlève juste 2 minutes, on voit qu'on perd 25% d'efficacité. Donc,
Vous imaginez bien que quand vous êtes sur un poste de travail, que vous avez par exemple un casque sur les oreilles et que votre activité fait que vous devez avoir des échanges réguliers, soit avec votre collègue, soit avec votre chef d'équipe, soit avec des gens qui sont de passage vers vous, si vous faites ça à longueur de temps pour les entendre parler et pour pouvoir avoir la conversation, autant vous dire qu'à la fin, c'est pas, on va être plutôt dans le deuxième cas de figure, avec 75% de perte d'efficacité, voire plus. Puisque finalement, sur le deuxième schéma, c'est sur une durée de 6 heures de port sur 8 heures. Donc il y a 2 heures de non-port, et du coup là, on voit qu'il n'y a que 25% d'efficacité. Donc très insuffisant en fonction des niveaux d'exposition. Donc, comment la Gémetra vous accompagne? Quand les salariés viennent en visite médicale, les médecins et les infirmiers peuvent procéder à des audiométries. Ça permet aussi d'avoir une traçabilité des expositions. Et puis, il y a l'équipe pluridisciplinaire qui travaille avec le médecin du travail, qui peut vous accompagner à l'évaluation du risque bruit, faire la sensibilisation des employeurs et des salariés. Donc, en l'occurrence, l'équipe pluridisciplinaire en charge de cet accompagnement-là, c'est les conseillers en prévention. Donc, vous pouvez faire appel au médecin du travail pour procéder à une évaluation du bruit, enfin vous accompagner dans cette évaluation si vous en avez besoin. Donc en conclusion, on peut vous dire que la protection auditive, c'est un investissement pour l'avenir. Le bruit, on est vraiment sur un risque différé, on n'est pas sur un risque immédiat. C'est vraiment à force d'être exposé qu'on perd de l'audition. Donc c'est un vrai investissement en fait quand on se protège. Protéger ses oreilles à 20 ans, c'est aussi se dire qu'à 50 ans, on va continuer d'entendre. Donc il faut se protéger. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Risque de gestion du stress que de perte d'audition. Y a-t-il des préconisations pour faire de la prévention? Alors, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, on est effectivement, heureusement, la plupart du temps en dessous de 80, donc il n'y a pas de risque d'atteinte auditive. Par contre, effectivement, en fonction de l'activité, vous pouvez avoir besoin de beaucoup de concentration et c'est des fois très difficile. Donc, effectivement, ça génère du stress. C'est ce qu'on a expliqué et c'est tout à fait vrai. Donc, votre demande, c'était de savoir quels étaient les moyens de prévention possibles. Là, le lien, c'est de faire le lien avec les risques psychosociaux et effectivement, on va plutôt partir plus que sur une évaluation du bruit. On va plutôt discuter d'une évaluation des risques professionnels en général, où on fera le lien entre le bruit et les RPS, puisque du coup, si effectivement il en ressort que dans l'open space, il y a du bruit qui gêne beaucoup de gens, on va essayer de trouver des solutions pour arriver. En fait, quand on procède à l'évaluation des risques, quel que soit le risque, on a des leviers pour mettre en place la prévention. On a des leviers techniques, on a des leviers organisationnels et des leviers humains. Donc les leviers techniques, par exemple sur le bruit pur, si vous êtes exposé à au-delà de 80 et au-delà, les leviers techniques, ça va être les équipements de protection du collectif qu'on peut mettre en place ou les équipements de protection individuels. On apporte quelque chose de technique qui va réduire, supprimer, diminuer le bruit. Il arrive en open space que certaines personnes soient équipées, c'est rare, mais ça arrive, soient équipées de protection individuelle contre le bruit avec des bouchons moulés, mais qui leur permettent d'atténuer simplement leur exposition. C'est extrêmement rare. Sinon, il y a des isolants. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez avoir, je ne sais pas, là vous ne voyez pas notre plafond, mais c'est une paroi avec des cavités qui permettent d'atténuer le son. C'est-à-dire que le son, quand il va arriver dans ces cavités, vous voyez, si vous avez par exemple au niveau du plafond ou au niveau des murs ou entre les salariés, des espèces de petites cloisons dans lesquelles le son va arriver et au lieu de choquer comme ça et de revenir vers l'opérateur, il va être absorbé. Voilà, donc là, c'est un moyen technique. C'est toujours un moyen technique qui peut être proposé dans les open space. Vous avez aussi des fois les gens peuvent utiliser leur téléphone. Il y en a même, on les voit des fois avec l'ampli ou les utiliser directement à l'oreille.
si on a un casque binaural, c'est-à-dire avec 2 écouteurs par exemple, du fait que soi-même on perçoit bien la conversation, enfin, ce que nous dit notre interlocuteur au téléphone, du coup on va soi-même réduire son volume sonore. Et ça va permettre de limiter le volume sonore de l'open space. Il y a plein de petites techniques comme ça. Voilà. Et sur le plan organisationnel, en fait, c'est de réfléchir à son activité de travail, en fait, et de se dire, OK, à quel moment, par exemple, je vais avoir besoin de me concentrer sur tel ou tel dossier. Donc, on va essayer d'organiser de manière à, par exemple, est-ce que j'ai un bureau qui me permet de m'isoler à un endroit? Est-ce que une salle peut être mise à la disposition des salariés, alors de manière un petit peu aléatoire et à tour de rôle, mais pour que les gens puissent s'isoler à un moment donné s'ils en ont besoin. Et en fait, on va essayer de réfléchir à tout ça quand on fait l'évaluation des risques. Ça peut être également ceux qui ont besoin de communiquer sur un dossier, par exemple, qui vont eux s'isoler en petits groupes dans une salle de réunion pour ne pas gêner ceux qui sont au téléphone et qui ont besoin de concentration. Voilà. Tu as d'autres questions, Naïma? Oui. Alors, j'ai une autre question. Donc, le questionnaire GABO peut être donné par l'employeur ou par la médecine du travail? Pas par la médecine du travail. Enfin, c'est une démarche. C'est une démarche à mettre en œuvre, en fait. On est toujours dans le cadre de l'évaluation des risques. C'est une démarche à mettre en œuvre. Mais je pense qu'on y a accès via sur Internet. Déjà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Mais de toute façon, dans n'importe quel des cas, il faut que l'employeur il soit associé parce que c'est lui le chef j'allais dire, c'est lui le pilote, en fait. S'il n'y a pas de pilote dans l'avion, ça ne fonctionne pas. L'action, elle doit être menée en concertation avec l'employeur. Elle ne peut pas être menée, je veux dire, si vous êtes salarié dans votre bureau et que vous avez envie de faire ce questionnaire, pourquoi pas? Mais si votre employeur n'est pas parti pris de la démarche, ça ne va pas vous servir à grand-chose parce que du coup, il va en ressortir des choses de ce questionnaire, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, il faut que ça s'inscrive dans une démarche, en fait. Tout comme nous, lorsqu'on intervient en accompagnement, dans tous les cas, il faut que l'employeur soit proactif dans la démarche. Sinon, de toute façon, ça n'aboutit pas. L'objectif de toute démarche, quand elle est mise en œuvre, c'est qu'il en découle un plan d'action, en fait. C'est qu'on essaye de trouver des solutions pour améliorer la situation de travail. Donc, si on fait un questionnaire comme ça, juste dans son coin, ou si c'est pas inscrit dans une démarche, ça aboutira à rien et c'est dommage. T'as d'autres questions, Nelma? Oui. En open space, non. Alors, quelle est l'efficacité des moquettes acoustiques et dalles de plafond acoustiques pour des open space? Alors là, elles sont vendues avec des taux d'atténuation. Elles sont vendues avec des taux d'atténuation et ça, nous, c'est pas notre métier. Oui, ça, en fait, ça sous-entend ça sous-entend, c'est pareil. Ça veut dire que ça va s'inscrire dans une démarche, ça veut dire qu'on va identifier les problèmes, d'accord? On va identifier les sources, on va faire l'analyse et en fonction de ça, on va faire découler un plan d'action. Dans le plan d'action, ça peut être effectivement l'installation d'une moquette, de revêtements muraux ou même au plafond. Mais là, ça demande l'intervention d'un acousticien parce que c'est l'acousticien ça, c'est le métier d'un acousticien. Le service de santé au travail, nous, c'est pas notre spécialité. On n'a pas les compétences pour vous dire, oui, installer telle moquette, ça va réduire de temps les décibels. On ne sait pas faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc, on vous renvoie ensuite vers des acousticiens qui a la maîtrise de ces sujets-là et qui sera plus à même de vous répondre et de vous accompagner. Je pense que vous avez déjà répondu par rapport au questionnaire GABO, c'est où se le procurer. Oui. Donc là, vous avez déjà... INRS. Alors, la conseillère prévention des risques peut-elle être associée à ce thème? Au questionnaire GABO? C'est une autre question. La conseillère prévention des risques peut-elle être associée à ce thème? Au thème du bruit? Oui, complètement. Oui, bien sûr, complètement. Vous pouvez, si vous avez des questions sur le bruit, vous pouvez vous rapprocher de votre médecin du travail et demander une intervention pour le bruit. Ça peut être juste une interrogation sur le bruit. Peut-être qu'en réalité, il n'y en a pas. Et voilà. En fait, dans l'idée, vous vous rapprochez de votre médecin du travail, vous lui demandez l'intervention du conseiller en prévention
Et la première étape de notre démarche, c'est de faire l'analyse de la demande avec vous. Voilà. On va essayer d'identifier quelles sont les problématiques et quels sont vos besoins. Et en fonction de ce qu'on aura défini ensemble, on mettra en œuvre ou non la démarche, par exemple, de mesure de bruit. Voilà. D'autres questions? Il n'y en a pas d'autres? Donc, plus de Alors, il n'y a questions. pas d'autres questions. On espère avoir répondu un petit peu, d'une manière générale, à ce que vous pourriez, à ce que le bruit pouvait évoquer chez vous. Voilà, n'hésitez pas à revenir auprès de vos médecins du travail si besoin. Vous aurez comme interlocuteur sur ces questions-là le conseiller en prévention qui travaille avec votre médecin du travail. On vous souhaite une bonne journée, à bientôt et on vous remercie.